Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Limonest près de Lyon, où j'ai le plaisir d'interviewer Laurent de la Clergerie, le fondateur du groupe LDLC, ce sont ses initiales. C'est le numéro 1 du high-tech et du matériel informatique en France. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge les entrepreneurs pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. Sur cet épisode, accrochez-vous bien. Laurent va nous expliquer comment, en ayant mis en place la semaine de 4 jours et une entreprise libérée, il est devenu l'entreprise la plus rentable de son secteur. C'est parti! Bonjour Laurent, bienvenue sur Extramuros. Bonjour, comment vas-tu? Super. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec LDLC, Laurent de la Clergerie. On sait enfin ce que ça veut dire au-delà de ce que ça veut dire, est-ce que tu peux nous dire que fait LDLC? Alors l'LC, c'est un groupe que j'ai créé il y a 26 ans maintenant, qui est spécialisé dans la vente de matériel informatique sur Internet. C'est le métier historique, qui depuis maintenant 7 ou 8 ans a développé un réseau de boutiques. Aujourd'hui, on a à peu près 80 boutiques. Et puis, il y a quelques activités autour qu'on a développées par opportunité avec des collaborateurs ou des métiers où on est allé. Des filiales comme DLP Connect sur l'électricité, l'armoire de bébé, c'est de la vente de puériculture, on s'y attend pas trop dans le groupe. L'école LDLC qu'on a fondée il y a 6 ans maintenant, 7 ans, qui forme des étudiants, un bachelor en bac+3 pour être entrepreneur ou intrapreneur. Je vais en oublier, LDLC VR Studio, qui est un studio de création de jeux vidéo avec une salle où on peut les tester, un peu salle d'usine de création des jeux vidéo. Et j'en oublie sûrement, oui, il y a LDLC Event, toute la partie e-sport, avec le team LDLCOL, et Anicop, BIMP, Matériel.net, Top Achat, qui sont des groupes qu'on a rachetés au fur et à mesure de l'histoire. Je crois que j'ai tout dit. Si j'en ai oublié un, je m'excuse pour lui. Puis si ça revient pendant le podcast, n'hésite pas. Pour aller un peu plus loin sur LDLC, même si je meurs d'envie de te poser des questions sur tout le reste, qui est ta vision de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, mais pour quand même passer, et par politesse, un peu de temps sur LDLC. Quand on avait déjà échangé, tu me disais qu'il y avait eu 3 phases. Je trouve que c'est assez éclairant pour comprendre où vous en êtes aujourd'hui dans le développement de LDLC. Alors oui, c'est vrai, il y a eu 3 phases dans l'histoire de LDLC. Une première phase, je dirais la naissance de la start-up et son développement, qui a duré de 1996 à 2005, où on était un peu en mode start-up. On recrutait essentiellement des gens qui avaient jamais bossé ailleurs. Et puis ça a grandi. On est passé pendant cette phase de 0 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en un peu moins de 10 ans. Et puis il y a eu un gros accident logistique qui fait que on s'est posé des questions parce qu'on a failli couler en fait au bout de 10 ans franchement. Cet incident, ce projet qui avait un peu foiré a failli mettre la société par terre et on s'est dit bon, le mode start-up c'est sympa mais on va s'arrêter. On a recruté des personnes de l'extérieur pour structurer la boîte, pour caper un peu plus la boîte. Et donc là, il y a eu une deuxième période d'à peu près 10 ans aussi, pendant laquelle l'LC a continué à grandir. On est passé de 150 millions. Alors, il y a eu une période de stagnation parce qu'on s'en a eu 4-5 années pour se remettre de la période difficile. Et puis ensuite, on est reparti en croissance et on est passé de 150 à 490 millions de chiffre d'affaires. Alors, pour arriver à 490 millions de chiffre d'affaires, ça n'a pas été que de la croissance, ça a aussi été des rachats. On a racheté Matériel.net, on a racheté BIMP, qui nous ont apporté 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on avait grandi en croissance normale à 300 millions. Et puis ces deux rachats nous avaient permis d'atteindre les 500 millions. Et à ce moment-là, moi j'ai lu un livre, qui était le livre d'Alexandre Gérard, le patron qui ne voulait plus être chef. Et ce livre, en fait, m'a raconté l'histoire de ma boîte au début. Et je me disais, en fait, j'ai perdu l'âme de ma boîte dans ce côté très structuré. Et donc, depuis 2016 maintenant, je suis reparti en arrière. C'est-à-dire que je me suis dit, finalement,
c'est pas parce qu'on avait eu un incident qu'on ne devait pas vivre dans ce mode un petit peu, on se fait confiance et on ne structure pas trop, on n'est pas contrôlant. Et j'ai voulu retrouver cette boîte et depuis 5 ans maintenant, je travaille dans ce sens-là. C'est la 3e phase où je me bats pour que la société redevienne comme avant. La première société, la société un peu naïve du début. Alors sachant qu'on était, on était déjà presque 1000 à l'époque en 2016 et qu'on est toujours 1000 aujourd'hui, mais qu'on se bat et que par contre on est passé d'un chiffre d'affaires qui était à 500 millions à un chiffre d'affaires qui aujourd'hui a plus de 680 millions. Et avec une réelle rentabilité au-delà du chiffre d'affaires. Et avec une réelle rentabilité, c'est-à-dire que oui, la boîte aujourd'hui est très rentable et bien plus rentable que la majorité des acteurs sur le même secteur. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, c'est que il y a un vrai mouvement de start-up et même une mode ou en tout cas une envie de vivre la start-up. Et inévitablement, quand ça grossit, il faut structurer, on met du middle management, on met du process, on a l'impression qu'on devient plus mature. Mais ton expérience, c'est de dire que finalement, vous êtes perdu en route et perdu un peu votre âme là-dedans et les process ont étouffé la créativité, en tout cas la rentabilité de ton entreprise, de ton organisation. Un peu la rentabilité, mais surtout l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, c'était très structuré, c'était très contrôlant, très hiérarchique. Les gens ne devaient parler qu'à leur supérieur. Enfin, il y a tout ce contrôle de l'information qu'il peut y avoir dans une boîte comme ça. Pas le droit de passer direct avec un autre service. Ça doit toujours passer par la hiérarchie, etc. Je dis pas que ça a pas marché, mais c'était plus la boîte que j'aimais. C'était pas cette boîte avec cette impulsivité, effectivement cette créativité qu'il peut y avoir, parce que deux personnes qui se rencontrent dans un couloir peuvent se parler, se dire tout, se lancer dans un projet sans forcément que ça passe par une décision de la direction qui va valider ou pas le projet, parce que je vous dis, on a plein de choses qui se passent sans que je sois même au courant. Des fois, je découvre les choses en même temps, exactement en même temps que les clients, et c'est pas pour ça que je vais dire zut. Ils m'ont pas dit. Et toute cette créativité qui était un petit peu, cassée par ce côté très carré qui paraît évident en fait, parce qu'une boîte qui fait 500 millions de chiffre d'affaires, on se dit oui, c'est quelque part normal qu'elle soit si structurée. Et en fait, non, finalement, on peut se rendre compte qu'on peut déstructurer un peu tout ça et arriver malgré tout à avoir quelque chose qui marche et même qui marche mieux qu'avant. Alors évidemment, j'ai envie de savoir comment. Et est-ce que c'est ça qu'on appelle une entreprise libérée, ce fameux thème de l'entreprise libérée, ou alors pas vraiment? C'est de là que m'est venue l'idée, puisqu'Alexandre Gérard, le livre que j'avais lu, c'est ce qu'il a fait. Il a libéré son entreprise. Et c'est un peu ce que ça m'a impulsé au début. Après, j'ai lu énormément de livres, des livres d'Alain Getz, des livres différents livres sur le sujet. Et j'en ai lu plein. Et j'ai vu que l'entreprise libérée, finalement, d'une entreprise à l'autre, c'était plus ou moins hiérarchisé. Il n'y avait pas un modèle écrit de l'entreprise libérée. Par contre, que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une clé de base sur toutes ces entreprises, c'était la confiance entre tout le monde. C'est-à-dire, alors, pas une hiérarchie qui pouvait exister, mais le droit de se parler entre les gens, un petit peu, ce que j'ai beaucoup aimé dans un des bouquins, Revolutioning Organization, de Laloux, de Frédéric Laloux. Il y avait une image de l'organisation d'une boîte qui était pas un mode hiérarchique, mais qui ressemblait à un cerveau avec des neurones, des fils dans tous les sens entre les neurones, qui montrait un petit peu quelque part l'arbre hiérarchique de la boîte qui n'en était pas un. Et ce fonctionnement quelque part neuronal, je trouvais ça génial, qui identifiait bien le fait qu'on pouvait passer par n'importe quel chemin pour se parler les uns avec les autres. Et c'est ça en fait que je voulais retrouver, cette émulsion d'un cerveau qui fonctionne un petit peu dans tous les sens et qui à la fin donne des résultats qui sont super efficaces. Et une ambiance dans la boîte qui change, parce que à partir du moment où il y a cette confiance qui est installée, on peut avoir les deux autres clés qui vont dans ce qu'on appelle une entreprise libérée, en tout cas dans une entreprise globale qui marche bien, c'est plus d'autonomie et plus de responsabilité des équipes, puisque à partir du moment où la confiance est installée, finalement, on n'a plus besoin de tout contrôler. Le maître mot d'une entreprise hiérarchique, et à partir de là, on fait confiance, on donne le droit à l'erreur. Bien sûr, si on parle d'un projet à X millions, il y aura un peu de contrôle derrière pour vérifier qu'on lâche le projet derrière, mais sur des plus petits projets, on n'a pas besoin d'être au courant. On peut laisser faire et pas se poser de questions parce que les gens savent ce qu'ils doivent faire et on n'a pas besoin de les surveiller. Donc moi, je manque complètement de culture sur l'entreprise libérée, donc je comprends que finalement, il n'y a pas vraiment un modèle type, mais il y a un point commun à toutes les organisations, toutes ces entreprises libérées, c'est la confiance
la vraie confiance qui est donnée aux équipes. En fait, c'est la confiance qui amène plus d'autonomie et de responsabilité des équipes. C'est-à-dire qu'en fait, une des clés, c'est de dire, c'est celui qui fait qui sait. C'est-à-dire que la personne qui prépare les colis, si elle dit, il faut aménager un petit peu mieux mon poste de travail, c'est pas le responsable qui va le décider, c'est lui, parce qu'il se rend compte que ça va lui permettre de produire plus. Donc, on lui fait confiance et on se dit, c'est lui. Par contre, cette personne-là, évidemment, va pas prendre les décisions de stratégie de la société parce qu'elle sait au niveau de son poste, elle ne sait pas forcément gérer la société. Et donc, en fait, chacun est à sa place et on considère que quand on est à une place, on est le meilleur pour juger du sujet et que si on a des choses à améliorer, c'est pas à ceux au-dessus de décider, c'est à chacun d'améliorer ses conditions dans le cadre de ce qu'on fait. Ouais, du coup, c'est un peu comme Monsieur Jourdain. Il y en a qui, en écoutant ce podcast, vont réaliser qu'ils sont entreprises libérées et qu'ils ne le savaient pas. Donc, c'est peut-être très pas mal. Certainement, puisqu'en fait, tu prends l'exemple de la première phase LDLC, on était une entreprise libérée qui s'ignorait. Voilà. Et à l'inverse, quand tu prends l'autre stratégie qui est de mettre un peu de process, de vouloir avoir l'air sérieux, de mieux contrôler, ce qui peut-être rassure aussi le management. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples de ce qui ne marchait pas avec ça pour qu'on comprenne ce que c'est en fait, parce que du process qui marche pas, parce que j'imagine qu'il te reste du process finalement chez toi aussi. Alors, mais c'est quoi ce qui est étouffant là-dedans? Tout disparaît pas, mais en fait quand tu passes dans ce mode contrôlant, en fait la notion qui t'as souvent dans le contrôle, c'est le fait de dépendre d'un responsable qui peut te dire oui ou non. Tu vas être constamment frustré. Je prenais un exemple à l'époque où je commençais à expliquer aux équipes la différence. C'est si je vais voir un graphiste et que je lui dis on a décidé que tu dois faire tel com et tu dois dessiner ça, il va faire le travail et il va pas s'éclater sur le travail. Si on lui dit t'as le champ ouvert, tu crées ce que tu veux, et même si à la fin il avait la même idée, il va s'éclater en faisant le truc parce qu'il a eu la responsabilité du projet. Après, on peut discuter ensemble tiens, nous, de notre vision, on voit qu'il y a ça qui va pas dans ce que tu as créé ou pas. Mais la création de base, elle vient de lui, elle vient pas du haut qui dicte ce qu'il faut faire. Et quand on inverse ça et qu'après on additionne les visions, parce que ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire sous prétexte que on est un petit peu plus haut dans la hiérarchie, qu'on n'a plus rien le droit de dire, c'est pas vrai. Au contraire, on va réunir, mais l'énergie va partir du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Et le haut ne viendra que par son expérience ajuster le tir, mais sans décider, sans contrôler, sans stopper. Il y a une règle, par exemple, c'est pas démocratique, c'est si on n'est pas sûr que ça ne marchera pas parce qu'il y a un truc qui le prouve, on teste. Et puis on verra bien. C'est pas l'intuition qui va stopper un projet, c'est le fait de dire non, là il y a eu tel cas, il y a eu telle démonstration, ça ne marche pas, donc on ne le refait pas, on le sait. Mais si on n'a pas de preuves, on teste et puis on verra bien. Donc pas d'a priori et les hommes qui passent avant les process, quoi. Exactement. Et on évite aussi beaucoup de frustration puisque les gens se sentent beaucoup plus impliqués, beaucoup plus écoutés. On n'a pas des notions comme les gens sont écoutés et que ça part dans le bon sens. Il n'y a pas cette notion de c'est l'idée d'un autre. On m'a piqué mon idée puisque l'idée vient toujours de la personne qui l'a fait et c'est pas comme on peut entendre parfois. Oui, le chef il a piqué mon idée et c'était moi qui étais à la base du truc. Ouais, il y a des spécialistes là-dedans. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire tes locaux, parce qu'on se dit qu'ils doivent être exceptionnels avec. Alors j'aurais bien pris bien y vivre. J'aurais bien pris la caméra et j'aurais fait le tour, mais non, globalement en fait, on a alors. C'est pas ce qui. Alors, je tiens à te dire un truc, c'est pas parce que les locaux sont super qu'on a le bien-être. C'est un plus qui l'entretient. Après, oui, on a des locaux qui sont complètement petit campus à la Google, à l'américaine. Là, la salle à côté de là où je suis est un environnement de réunion de travail. Alors, quand je dis un environnement de réunion de travail, c'est un open space de réunion de travail. Vous le visiteriez, c'est comme un appart avec plein de coins où on peut se réunir. Ça fait très bibliothèque quand tout le monde est en train de travailler en même temps parce que tout le monde parle à voix basse, mais ça reste un open space. En mode maison, c'est-à-dire que tu pourrais être chez toi dans le même décor. À côté de ça, on a le truc standard, le baby-foot. Mais on a le truc un peu moins standard que Google n'a peut-être pas. On a 2 pistes de bowling. On a une salle de jeu avec air hockey, lance-fléchettes, billard, panier de basket, etc. Où on peut venir passer un moment quand on veut. Sauf le bowling qu'on avait mis toute la journée, mais qui résonne trop dans les étages. On a été obligé de le laisser que le matin ou que le soir. On a une conciergerie
Qu'est-ce qu'on a encore? On a dans la conciergerie tous les services type coiffeur, nettoyage de voiture, aller chercher les courses, blanchisserie, etc. Et ça marche. Et tout le monde l'utilise à peu près. Et tout le monde l'utilise. Alors il y en a qui vont l'utiliser plus que d'autres, mais oui, tout le monde l'utilise. En tout cas, il y a tout pour que quand on était arrivé sur place, j'avais dit aux gens, il y a absolument tout pour que finalement vous n'ayez pas besoin de partir du travail. Malgré tout, je ne paye pas les heures sup, donc si vous en faites plus, ce sera pas ma faute. Bon, puis après on va revenir sur le sujet des heures justement. On rappelle aussi que vous êtes à Limonest, donc à l'ouest de Lyon. Oui, tout à fait. Lieu que je connais bien également pour même le cadre en fait. Investir. Même le cadre, c'est très sympa parce que quand tu es à l'intérieur ou à l'extérieur, tu as l'impression d'être en pleine verdure. On a des bâtiments, mais on en a un qui est un petit peu comme une maison de Hobbit, c'est-à-dire c'est là qu'il y a la cafette, la salle de sport, l'amphithéâtre, etc., mais qui est un peu sous terre, c'est-à-dire que c'est sur le toit, il y a un vrai jardin, pas juste un toit végétalisé, un jardin où on peut même faire des réunions, aller manger dessus, etc. Donc on est dans cet environnement, on a l'impression, malgré le fait qu'on soit en bordure de Lyon, un peu en ville, dans une zone d'entreprise, quand on est dans le bâtiment, on a l'impression d'être à la campagne. Ouais. Et toi, tu es de la région. Tu as fait ça chez toi. Je suis de la région. Je suis arrivé à Lyon en classe de seconde et j'en suis jamais reparti. Donc je me considère lyonnais. Et ravi d'être là pour accueillir des talents, les fidéliser, justement, très bien, les faire grandir dans cet environnement. Voilà, on n'est pas dans la course parisienne, on n'est pas dans tout ce stress qu'il peut y avoir là-bas. Et puis c'est très agréable d'aller à Paris d'ailleurs quand on peut y aller parce qu'on en profite. Mais globalement, oui, voilà, on est dans cette ambiance et les gens qui sont là, ils sont bien oui, ils sont fidèles, ils partent pas de chez nous en plus. Eh oui, forcément. Et ils progressent au bowling en plus. Oui. Et vous avez d'autres implantations que Limonest en France ou en Europe ou à part les boutiques? Avec les rachats qu'il y a eu, Material.net par exemple qui était à Nantes, on a à peu près 150 collaborateurs qui sont sur Nantes, entrepôts et site web, puisque Material.net est un site web aussi, sur le papier concurrent de LLC. Et on a un petit entrepôt sur Paris pour de la livraison rapide à Gennevilliers. Et après, effectivement, on a des boutiques dans toute la France. 80 boutiques aujourd'hui, un peu partout en France. Très bien. Et on retrouve cette culture globale, j'imagine, et on retrouve jusqu'aux boutiques. Et on retrouve la culture partout. Sachant qu'on n'en a pas parlé de la semaine de 4 jours, mais il y a des choses qu'on a mis un petit peu plus tard en boutique, par exemple, parce qu'il y avait moins de monde, donc il fallait qu'on soit convaincu que ça marche pour le faire. Mais aujourd'hui, on a vraiment la même qualité de vie partout, qu'on soit au siège, en boutique ou en entrepôt. Alors parlons-en de cette semaine de 4 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'est venu et comment tu l'as mise en place? Alors la semaine de 4 jours, j'allais dire c'est presque l'aboutissement de ce que je cherchais à faire. Je travaillais sur le bien-être au travail, j'ai essayé de trouver les 2-3 trucs, les types qu'on pouvait mettre, je lisais des bouquins là-dessus. Et un jour, je suis tombé sur un article qui parlait de Microsoft qui avait testé pendant 1 mois, en août 2019, la semaine de 4 jours. En offrant le vendredi à l'intégralité des équipes d'un site. Et s'était rendu compte que sur ce site, il y avait eu 40% d'efficacité en plus pendant ce mois-là. Bon, après ça, ils n'ont pas continué. Donc, on aurait pu se dire, OK, ils ont testé un truc, mais ils n'ont pas continué. Moi, en fait, ce qui m'a intéressé dans ce truc-là, c'est notion d'efficacité, quel que soit le chiffre. Et 4 jours, en fait, si je libère un jour aux équipes, je vais amener du bien-être, c'est sûr. La qualité de vie va s'améliorer, donc ça peut être que positif. Donc, je suis parti de ce principe et je me suis dit, est-ce que je peux mettre en place la semaine de 4 jours chez LDLC? Alors, on est ouvert 5 jours sur 5 pour tout ce qui est partie bureau, on est ouvert 6 jours sur 7 pour les boutiques, 6 jours sur 7 pour la relation client, donc il y avait toutes ces questions parce que, bien sûr, on n'allait pas fermer de façon officielle un jour pour dire, sinon, toutes ces notions de concurrence, on doit se battre tous les jours, on était mal. Donc, c'était, est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place parce que ça implique de réorganiser des plannings, de bouleverser un petit peu le fonctionnement de la société. Alors, la première réflexion que j'ai eue, c'était de me dire, OK, 4 jours, si tu y vas, ça veut dire que les gens travaillent 8h45 par jour au lieu de 7h, en moyenne. Déjà, donc on augmente plutôt 4 sur 4 fois 8. Tu augmentes quasiment 2 heures par jour le temps de présence en entreprise, et c'était plus ça que je regardais. Et je me disais, moyenne d'âge chez nous, 34 ans, il y a des enfants jeunes de partout. Si je fais ça, la gestion des enfants pour les familles, ça va être compliqué.
Donc, premier frein qu'il faut que je résolve. Donc, la solution, on fera pas 8h45, on fera 8h. Donc, passage à 4 x 8, 32 heures, mais qui crée un deuxième problème. 3 heures de moins par personne. Donc, un coût potentiel pour l'entreprise puisqu'il va falloir compenser ces 3 heures de travail parce qu'à aucun moment, je me suis dit, maintenant, je vais les fouetter. Et ce qu'ils faisaient en 35 heures, ils vont le faire en 32. Et donc, à partir de là, je réfléchis au problème et je me dis, dans les bureaux, globalement, le vendredi après-midi, les gens, ils sont à moitié présents. On peut considérer qu'ils font 1 heure sur 2. Donc, sur les 3 heures qui me manquent, j'en ai déjà retrouvé 1h30. Et puis, l'heure et demie qui manque entre le temps qu'on passe tous, moi compris, à préparer les vacances, à regarder 2-3 trucs sur Internet dans la journée, à passer le temps à faire un peu autre chose. Je me dis, quelque part dans les bureaux, je pense qu'on doit pouvoir s'y retrouver. Après, il y a d'autres métiers, il y a les boutiques, il y a la logistique, il y a la relation client. Alors, relation client et boutique, mon problème, c'était complètement différent. C'est des heures d'ouverture. Donc, c'est pas une quantité de travail fournie, c'est un planning d'heures. Donc, si j'enlève des heures aux gens, j'ai pas assez d'heures, j'ai pas assez de personnes en face des clients. Donc là, je m'étais dit, je devrais recruter. Et la logistique, c'est une tâche qui est plus répétitive, plus pénible. Donc, je m'étais dit, ils vont pas augmenter la cadence. Je pars pas du principe qu'il y a des heures où ils font rien. Donc, forcément, je vais devoir recruter. Et donc, j'avais chiffré pour moi le coût à 1 million, 1,5 million pour la boîte, ce qui représentait entre 4 et 4,5% de la masse salariale de coût de la mise en place de la mesure. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on venait de sortir un EBITDA d'à peu près 10 millions d'euros. Donc, c'était pour moi 10% du résultat qui partait dans cette mesure. Et là, on était en quelle année ? On était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Donc, voilà, en 2019. Ok. Donc, je me dis, OK, ça va coûter 10% de ton résultat, mais quelque part, je suis sûr que finalement, le sourire d'un gars au téléphone à la relation client parce qu'il se sent bien, le sourire d'un commercial, qu'on voit pas, mais qu'on entend parce qu'un sourire, ça s'entend. Quelque part, je suis sûr que le client en face, il le sentira, on sera plus, j'allais dire, appealing. Et du coup, je devrais retrouver quelque part un peu de croissance grâce à ça. En tout cas, il y a des choses qui devraient revenir. Et le 1,5 million que je compte, peut-être que ce sera que la moitié. Et je pars dessus en disant, OK, donc je pose l'argent sur la table et on y va. Alors bien sûr, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, je n'ai pas baissé les salaires avec le taux d'heure. C'est pour ça que j'avais cette question, c'est que j'allais pas compenser les embauches par une baisse de salaire. Non, les salaires ont été maintenus. Il y a même un cas où il y avait une augmentation de salaire, puisque ça résolvait un problème des qualités hommes-femmes, même si ça n'est pas obligatoirement les femmes, mais la majorité du temps, qui prennent leur mercredi, qui ont un 80% et qui du coup ont un salaire inférieur, là, le passage à 4 jours leur permettait de passer sur un 100% et de retrouver une augmentation de salaire. Et on l'a fait, il y a eu des augmentations de salaire sur toutes les personnes concernées. Ça a un impact sur les RTT, les congés aussi sur le. Alors j'allais y venir sur la mise en place. Côté mise en place, en fait, puisque donc on est passé dans ce mode-là, et côté mise en place, ce que ça a changé, c'est que les RTT n'ont pas disparu sur le papier, mais en réalité n'existent plus, puisqu'en fait ils ont été fixés sur le jour off que choisit le salarié, sachant que chaque salarié choisit un jour off fixe, c'est-à-dire qu'il décide cette année le mercredi je ne serai pas là. D'accord. Du coup, les RTT sont calés sur ces mercredis quand il y en avait, et ils ne peuvent pas être un autre jour, donc quelque part c'est comme s'il n'y en avait plus. Et puis, il y avait une deuxième chose qu'on a dû faire, parce qu'en fait, globalement, quand on a demandé aux gens, et la volonté c'était que les gens choisissent leur jour au départ, les jours qui ont été demandés le plus, c'était clairement le vendredi et le mercredi. Bien sûr. Et on pouvait pas fonctionner avec le vendredi et le mercredi, sachant que le vendredi était très majoritaire. Donc il a fallu trouver une combine derrière ça, et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des binômes de salariés qui fonctionnent en semaine paire, semaine impaire, c'est-à-dire que une semaine sur 2 j'aurai le vendredi, et puis l'autre semaine j'aurai ou le lundi ou le mardi ou le mercredi ou le jeudi, ça va dépendre du binôme dans lequel je suis, pour permettre à l'entreprise de fonctionner. Super. Et du coup d'avoir l'intégralité des équipes qui profitent du vendredi quand ils le voulaient, tout en ayant une entreprise qui fonctionne derrière. Ouais. Moi, vendredi, on n'était pas très nombreux au bureau, nous non plus. Mais ça, c'est général, ça. Ouais. C'est encore plus avec le télétravail maintenant. Mais ouais.
Ah bah tu viens chez nous un mercredi ou un vendredi. J'ai eu l'occasion de présenter un journaliste qui faisait un reportage sur le site et je suis arrivé dans la partie DSI de la boîte où on a quand il y avait tout le monde, quand il n'y avait pas de télétravail, on avait 80 personnes sur le plateau. Ce jour-là, ils étaient 3. Je dis donc voilà les sièges qui développent l'intégralité du site, tout le back office. Voilà, on a des sièges super efficaces, c'est ça. Et je paye pas trop de mètres carrés pour rien. Alors ça, c'est un vrai sujet, les mètres carrés, parce que une des questions qu'on a pu se poser à ce moment-là et qu'on est venu me poser au niveau services généraux et autres, c'est Laurent, regarde, la moitié des bureaux sont vides tout le temps maintenant avec tout ce qu'on a mis en place entre télétravail, jour off, etc. Est-ce qu'on pourrait pas réduire l'espace de bureau et faire du partage? Et ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Parce qu'effectivement on pourrait gagner des mètres carrés parce qu'effectivement il y a largement la moitié, il y a rarement plus de la moitié des bureaux qui sont occupés, mais dans le fait quand on regarde le bureau d'un collaborateur qui est impliqué dans sa société, en général c'est sa petite vie au bureau, et si on passe en mode casier box, ça veut dire déjà j'en mets moins sur le bureau, j'ai moins mon truc installé, je sors ma petite photo, mon machin, mon truc et pour le personnaliser pour 24 heures et je repars. Et ce côté-là, je trouve qu'il y a un petit côté Parce que pour rappel, c'est un peu mon métier. Dans les loyers à Paris, tu peux être à 4, 500, 600, même 800 euros du mètre carré, quand en région, en général, on est plutôt autour des 200 euros du mètre carré. C'est exactement ça. Ouais. Donc oui, effectivement, ça le permet. Oui, c'est ce qui effectivement le permet. Ouais. Et du coup, donc là on est en 2019. Tu annonces ça à tes équipes, ils te prennent pour un fou ou ça marche comment quand tu arrives et que tu racontes ça? Alors là, sachant que c'était un peu révolutionnaire comme mesure, j'avoue que j'ai un petit peu joué avec dans le sens où je l'ai annoncé à personne, et que j'ai attendu. Donc je décide ça fin décembre 2019 et j'attendais les NAO, négociations annuelles obligatoires, de mars 2020. Qui auront lieu finalement en juin 2020 parce qu'entre-temps on est rattrapé par la Covid qui ne permet pas de se réunir avant et du coup elles sont décalées à juin 2020. Donc en juin 2020 on fait ces fameuses négociations qui se passent de façon totalement normale, c'est-à-dire que on fait des NAO normales, on clôture les NAO, tout est terminé, tout le monde est d'accord sur les augmentations de salaire habituelles, et une fois que tout est clôturé, je leur fais bon ça y est, il y a plus de questions. On me dit non Laurent c'est bon, c'est fini. Je fais non. One more thing. Petit détail. Moi, j'ai quelque chose à vous demander. Et ils font oui, ok, Laurent. Eh ben, j'aimerais qu'on signe un accord 4 jours, 32 heures. Et là, j'avoue que ni les RH, ni les syndicats, ni personne ne savait dans la salle. C'était vraiment effet waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous sort Laurent? Bon, ça a mis 3 minutes. J'ai eu 2 questions sur le coup. Une qui était et les salaires. Et j'ai dit, on maintient les salaires, évidemment, c'était prévu. Et la deuxième question, c'est combien de temps on teste? Et j'aurais fait, mais en fait, non, on teste pas, on y va et on fonce. Et à moins que vous reveniez vers moi à un moment en me disant, Laurent, on n'en veut pas, on ne reviendra pas en arrière. Donc, on ne reviendra pas en arrière. Et à partir de ce moment-là, on s'est juste dit, ok, donc on le fait quand? J'ai pas réfléchi sur la façon de faire, le côté juridique, etc. Donc là, il y a les vacances qui arrivent. Ensuite, on se donne 4 mois et on met ça en place en janvier 2021. D'accord. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, il y a qui dans la salle? Donc il y a la CGT. Il y a, à ce moment-là, on a 3 syndicats. On a CGT, CGE, CGC et CFDT, plus les responsables RH des différents sites. Qui apprennent toutes les nouvelles en même temps. Et oui, même la CGT qui pour alors je l'ai pas vu moi, mais c'était ma responsable RH avec qui j'en parle qui me dit elle a failli avaler son chewing-gum quand elle dit ça. Ouais.
Parce qu'après, et après, après, tu demandes quoi une fois que tu as eu ça? C'est compliqué. Alors, déjà, ce qu'ils ont dit, parce que quand les journalistes sont venus les voir après, ils ont dit, on n'aurait jamais osé le demander. Et effectivement, il y a eu quelques interviews et autres auxquelles ils ont répondu depuis en disant, on ne sait pas ce qu'on demandera dorénavant à Laurent, parce que quelque part, on a presque tout, en fait. Eh ouais. Et du coup, tu as une bonne relation avec eux. Du coup, les relations sont très bonnes dans la société où il n'y a pas, que ce soit niveau relations avec les organismes syndicaux ou relations avec les équipes ou relations avec tout le monde, le cadre est idyllique quelque part. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas y croire tellement c'est beau et c'est beau parce que ça marche, parce que cette confiance était installée. Donc c'est pareil, comme la confiance est installée, au moment où je dis ça, ils savent que je plaisante pas. Que c'est pas un truc qui se fera pas. S'il l'a dit, c'est qu'il veut vraiment le faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la boîte, alors on est 1 an plus tard. Donc 1 an plus tard, en plus, il y a eu plein de bonnes surprises. C'est-à-dire que moi, j'avais imaginé des trucs, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais dans le sens positif du terme. Et 1 an plus tard, c'est clair que l'ambiance dans la boîte a changé. Quand tu croises les collègues, alors si toi, tu viens de balader, que tu te balades dans la boîte, à part des sièges vides parce qu'il n'y a pas grand monde, tu vas avoir des gens qui ont le sourire, mais tu vas te dire, ok, c'est une boîte où les gens se portent bien, etc. Si tu prends le temps d'aller leur parler, là, tu vas les écouter et tu vas dire, mais c'est des extraterrestres, ils ont tous le sourire, ils sont super contents d'être là, ils ont plus envie de partir, ils me racontent leur vie sur 4 jours, mais il faut qu'ils m'embauchent ici. Malheureusement, on n'embauche pas, c'est tellement efficace qu'il n'y a pas besoin. Je le dis pour éviter de recevoir 250 CV auxquels on sera obligé de répondre, c'est pas la peine. C'est ça. Et oui, parce que voilà, il y a cette ambiance qui s'est créée, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, alors pour revenir 1 an plus tard, qu'est-ce qui se passe? 1 an plus tard, j'ai pas eu besoin d'embaucher. On est moins nombreux. D'accord. Voilà, on est moins nombreux qu'on était au moment où j'ai mis la mesure en place. Donc c'est plus efficace, les gens sont plus efficaces qu'avant. Ils travaillent moins de temps, ils travaillent 32 heures au lieu de 35, mais en 32 heures, ils sont devenus beaucoup plus efficaces qu'en 35. Et quand je dis beaucoup plus, c'est pour ça que je t'ai dit il y a quelques minutes, j'ai pas besoin d'embaucher, c'est que oui, c'est plus qu'avant. En réalité, ils sont capables d'en faire plus en 32 qu'en 35 heures. Quand je parle de ça à un économiste, il me dit, ok, vous les avez stressés au maximum, la charge mentale, vous les avez foutus par terre. C'est tout le contraire. En réalité, les gens chez moi sont heureux, bien, le bien-être est là. Enfin, il est installé au-delà de tout ce que j'imaginais. Et la journée est devenue plus efficace, forcément, du coup. Il y avait de la perte de temps, ils sont mieux organisés parce qu'il y a moins de temps. C'est quoi le truc? Il y a plein de choses, en fait. C'est la réunion de plein de choses. Déjà, une première chose, c'est la qualité de vie. Alors, moi, ce que j'ai travaillé au départ quand j'ai mis ça en place, c'était la qualité de vie au travail. Ouais. En fait, on parle de QVT et on va s'arrêter à QV. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pas la qualité de vie au travail que j'ai changé, c'est la qualité de vie tout court. Parce que ce jour off, ce jour que je leur ai offert, il va te permettre de faire tout ce qu'aujourd'hui tu fais le samedi. C'est-à-dire que la vie d'un salarié aujourd'hui, si on la résume quelque part, c'est du lundi au vendredi, je me lève le matin pour partir au travail. Et tant que je suis pas sorti de table le soir, alors on va dire qu'on peut profiter du repas. Donc tant que me suis pas mis à table le soir, j'ai pas 2 minutes dont je profite réellement. Que ce soit la gestion des enfants, que ce soit la gestion des courses, que ce soit la gestion du travail. Enfin, le temps passe non-stop sans arrêt. Et donc finalement, je passe 5 jours où avant 20h, 21h, 22h, suivant les gens, j'ai pas vécu. Donc autant dire qu'il reste pas grand-chose pour vraiment profiter de la journée. Et c'est pas une question de temps de travail en réalité, c'est plus une journée où finalement tout s'enchaîne, les trajets, les machins, tout ça, et qui fait que t'as pas de pause. Et parisien, on parle des loyers, mais on peut parler des temps de trajet qui sont encore pires qu'en province, exactement pareil. Et tu passes ces 5 jours comme ça. Arrive le samedi. Le samedi, tu vas faire tout ce que t'as pas eu le temps de faire, les courses, le ménage, les 2-3 trucs que t'as pas eu le temps de faire. Tu vas courir à droite à gauche pour régler tout ça. Et puis le dimanche, enfin, tu te reposes, mais en ayant en tête que demain tu travailles. Et que tu recommences ta semaine de 5 jours. En fait, ce que ça a changé, ce jour off, c'est que tout ce que tu faisais le samedi, tu vas le balancer dans ce jour, en mode complètement décompressé, parce que, je prends rien que l'exemple des courses, tu vas dans un supermarché le samedi, c'est bondé, tu y vas le mardi, il y a personne. Donc t'es même pas dans le même stress dans les actions que tu fais, t'as un rendez-vous avec le médecin, tu dois attendre un colis, un truc, tu sais jamais quand tu vas le recevoir, là t'as ton jour off la semaine d'avant, tu peux caler le truc, ce sera beaucoup plus simple. Et puis arrive le week-end, et pour le coup c'est un vrai week-end.
parce que finalement, ton samedi, tu fais ce que tu veux, tu passes un week-end de 2 jours en famille tranquille et t'es complètement décompressé. Du coup, t'as pas cette sensation d'un week-end qui passe trop vite ou d'un dimanche qui passe trop vite et t'entames une semaine en pleine forme. Et en plus, c'est une semaine de 4 jours. C'est pas une semaine de 5 jours. Donc, tu repars dans ce truc. Et à partir de là, finalement, quand tu viens au boulot, tu ramènes pas tes problèmes de la maison. J'ai ça que j'ai pas eu le temps de faire, j'ai ça, machin, je suis tendu là-dessus, les enfants, j'ai pas eu le temps de les voir, tous ces trucs-là, tu les ramènes pas au boulot. Donc forcément, ça se passe mieux au boulot. Comme ça se passe mieux au boulot, tu ramènes pas tes problèmes du boulot à la maison. Alors seulement. Et t'as un cercle vertueux qui fait que à la fin, j'ai cassé ce cercle. Et comme tu casses ce cercle, les gens sont vachement plus efficaces parce qu'il y a plus tous ces trucs qui te travaillent dans la tête, qui te font perdre du temps de façon inconsciente, etc. Et qui font qu'à la fin, t'as une efficacité qui est démultipliée. Et tu penses que ça va s'arrêter là ou finalement on se dit j'aimerais bien faire deux jours off parce que une fois que tu t'es habitué, t'as envie de toujours plus, non? Alors, je pense que c'est pas ou tu penses que ça va être raisonnable et ça va s'arrêter là. Voilà, je pense que c'est pas nécessairement utile d'aller plus loin. On m'a posé la question en interne, on m'a déjà dit, et Laurent, qu'est-ce que tu nous annonces l'année prochaine? Dans le sens, qu'est-ce que tu prévois? Passage aux 28 heures, un jour de moins, une demi-journée de moins. Et j'aurais dit, il y aura plus rien pour le moment. Et pourquoi j'aurais dit il y a plus rien? Parce qu'en fait, comme je disais, il faut venir voir les gens chez nous. Quand je dis qu'ils sont heureux, c'est quelque chose. On te croit. Non, mais c'est un point qu'on n'imagine pas. Et ça les a tellement changés, ça a tellement changé leur vie, que ce que je leur ai dit, c'est qu'en fait, si je vais plus loin, parce que je pense qu'on peut encore mettre des choses en place, mais si je vais plus loin, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est injuste qu'on soit les seuls à le vivre. C'est pas normal que dans notre boîte, vous soyez aussi heureux que ça et que tous les autres à l'extérieur, ils soient pas aussi heureux. Et donc, il va falloir qu'on explique aux autres pourquoi ça marche et pourquoi ils doivent l'être. Et si moi, je continue à aller plus loin dans le progrès social, quand je vais aller voir des gens et leur expliquer que ça va super bien chez nous, ils vont faire oui, mais Laurent, t'as vu ta boîte, c'est à l'autre bout du monde comparé à nous. Déjà que c'est un petit peu le cas, c'est un peu le sentiment que ça donne aujourd'hui. Donc, on peut pas avancer plus loin parce que sinon, on n'arrivera jamais à raccrocher le wagon derrière. Et là, aujourd'hui, et c'est pour ça que je passe du temps à en parler parce que quand je l'ai mis en place, je me projetais pas en me disant dans un an tu vas en parler partout, tu vas expliquer que c'est génial, parce que c'était une mesure comme ça. Mais en fait, ce que je vois ne m'autorise pas à ne pas en parler et à ne pas essayer de propager le truc, parce que les gens sont, quand je dis ils sont heureux, ok, tu me crois, mais c'est au-delà de ce que t'imagines dans ta tête. J'espère que moi je vis aussi l'expérience de salarié heureux dans mon équipe. Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Parce que ça doit être une question qu'on te pose souvent. Quand tu lances ça a 25 ans, t'as vécu 3 phases, t'es solide, t'as peut-être du middle management. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir comment tu es organisé à ce moment-là autour de toi. Est-ce que ça s'applique à la boîte qui a 1 an, 2 ans, 10 ans aussi? Et en fonction de sa taille? Alors, je pense que ça s'applique à tout le monde, ou presque. Ça dépend de la taille de la boîte, effectivement. Sur une boîte qui a 2 personnes, qui a vraiment du travail 5 jours sur 5, est-ce que ça sera applicable? Pas sûr. Je pense qu'à partir de 5 personnes, ça s'applique presque partout. Mais ça, c'est mon point de vue, et je dis pas qu'il faut l'appliquer partout. Parce que je connais pas les métiers de chacun. Il y a peut-être des choses que je ne maîtrise pas qui font qu'effectivement, ça ne s'appliquerait pas en vrai. Je pense que c'est pas lié au fait qu'on ait un côté libéré ou autre, que c'est dissocié, qu'il faut pas mélanger. C'est une mesure, c'est les étapes qui ont fait qu'on en est arrivé là, mais c'est pas la mesure qui n'est compatible qu'avec ça. La seule chose qui, pour moi, qui est importante pour que ça fonctionne, c'est cette notion de confiance, c'est-à-dire cette notion d'une société où les gens ne voient pas la hiérarchie comme les exploitants. S'il y a ça, je pense que l'investissement ne serait pas le même au niveau de la société parce que il y aurait un déséquilibre où les gens voudraient pas donner en échange, ou quelque part un peu ce qui s'est passé à l'époque des 35 heures, on prend ce qu'on a et surtout on fait tout ce qu'il faut pour qu'on n'en produise pas une goutte de plus. Il faut pas être dans ce climat-là, mais ce climat-là en vrai il est pas dans beaucoup de sociétés. Dans la majorité des sociétés globalement, comme tu dis, t'es bien tu t'es bien dans ta boîte, les gens sont pas malheureux dans leur boîte fondamentalement. Merci de le rappeler. Je pense que dans toutes ces sociétés où très souvent ce cliché du patron exploitant dans les médias qui a jamais mis les pieds dans une entreprise, pour ceux qui n'ont jamais mis, merci de le rappeler.
Non mais voilà, on n'est pas de la boîte où où je suis pas le seul patron qui est bien parce qu'on a mis les 4 jours. Non, il y a des tas de boîtes où on se sent bien et on se sentait d'ailleurs très bien chez LDLC avant qu'il y ait cette mesure. On a juste atteint un niveau au-dessus. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, on a atteint un niveau au-dessus et on est plus productif qu'avant. Donc en fait, quelque part, quand tu prends le problème à la base, c'est finalement pourquoi tout le monde le fait pas, puisque c'est plus productif et que ça apporte encore plus de bien-être aux gens. Et c'est ça en fait que j'essaie de faire comprendre à la majorité, sans savoir. Il y a des gens qui se diront bon, dans ma boîte ça s'applique pas pour telle ou telle raison, qui ne sont pas chez lui. Ok. Mais globalement, vu qu'il y a le gain de productivité et vu qu'il y a le gain de qualité de vie, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas 30, 40, 50, 70% des gens en France qui le vivent parce que ça change la vie. Sachant que moi, dans ma projection du truc, je me dis que si tout le monde vivait ça, enfin tout le monde, en tout cas une grande partie, c'est pas la société LDLC ou les sociétés dont on changerait, c'est vraiment la société avec un grand S, parce que cette qualité de vie qui se ressent réellement, ça changerait le moral des gens au global. Et c'est plus, on aurait plus une performance économique qui devient extraordinaire pour un groupe comme LDLC ou pour tous ceux qui sont impliqués. Je pense que c'est irait même à une performance économique française, parce que finalement il y aurait une énergie retrouvée, parce qu'il y aurait un équilibre de vie. Et c'est pour ça parce qu'on est bientôt en période électorale, hein, donc j'aimerais si tu continues, tu vas être rappelé ou ça a peut-être déjà été fait. Je suis pas candidat, je ne me bats pas pour gagner des voix. Mais c'est à l'encontre, je fais la petite blague, mais c'est à l'encontre du travailler plus pour gagner plus, qui était une phrase qui a accroché parce que ça correspondait quand même à même pas un air du temps, à une culture. Je te dirais même que j'étais même parmi ceux qui t'auraient dit ça il y a 2 ans. C'est-à-dire que quand j'ai mis la mesure en place, j'avais prévu d'embaucher, j'avais pas prévu que tout marcherait dans ce sens-là. Je me disais, effectivement, si tu fais travailler des gens 39 heures et tu vas avoir forcément plus de productivité à la fin. J'étais pas dans ce calcul d'optimisation et c'est aussi pour ça que moi j'avais prévu que ça me coûterait de l'argent. Tout ça, je l'ai vu parce que je suis tombé de l'autre côté. C'est-à-dire que parce que je l'ai mis en place et que là, d'un coup, j'ai fait, en fait, ça marche pas du tout comme prévu. Mais c'est juste génial. Et ça me fait penser à la phrase « il savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait ». C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est sur le papier, c'est impossible ce que je vis. Mais en fait, une fois que t'es passé de l'autre côté, tu fais « mais non, c'est non seulement c'est possible, mais c'est encore mieux que prévu ». Ouais. Et du coup, ces journées-là, ça marche. Donc moi, ce qui est fou, c'est que vous avez même pas recruté, quoi. Donc, c'est-à-dire que en 4 jours, ils font au moins autant, voire même mieux que ce qu'ils faisaient en 5. En étant plus heureux, j'ai compris, mais aussi plus reposé, zéro stress, zéro burn-out, zéro charge mentale. Tu vois, il y a plein de choses à la mode en ce moment. On parle de charge mentale, d'appli. Il y a des startups qui me contactent avec leur appli pour baisser la charge mentale, etc. C'est le truc à la mode. Alors je suis pas sympa avec eux, je leur dis écoutez, il y a 2 solutions. Soit on prend votre appli et effectivement on a un médicament pour tenter de calmer le truc et guérir un peu le truc, soit on passe aux 4 jours et on a guéri la maladie. Moi je pense qu'il faut passer aux 4 jours, je suis désolé pour votre appli. Mais ça guérit complètement le mal. C'est médecine asiatique, t'as été préventif, quoi, plutôt que curatif. Ça devient hyper curatif parce que même si tu l'avais, ce stress, il va partir parce qu'en fait, t'as un nouvel équilibre de vie. Et à côté de ça, on peut parler pareil de difficultés de recrutement, alors je l'ai pas fait pour ça puisque au final, j'en ai même pas besoin du tout. Mais on peut parler de difficultés de recrutement, on peut parler d'absentéisme, on peut parler de tous les maux d'une société dont on entend parler aujourd'hui. On parle du grand départ de tous les gens qui partent dans d'autres boîtes. Non, chez moi, ils partent pas, le turnover, j'en ai pas, c'est presque un problème. Oui. Ça bloque les carrières de ceux qui sont en dessous et qui pourraient progresser. Qui ne peuvent pas progresser mécaniquement parce qu'au-dessus ça bouge pas. Et d'ailleurs, alors on est obligé de réfléchir par rapport à ça en se disant à un moment, les gars, vous êtes pas obligés de rester non plus. Non mais parce que ça crée, alors ça c'est typiquement c'est s'il y a un retour négatif que j'ai déjà pu apercevoir de temps en temps, c'est mais je peux pas évoluer dans cette boîte. Eh oui. Parce que j'en parle pas. Bien sûr. Heureusement, il reste du turnover parce qu'il y a des gens qui bougent, il y a des mutations. Il y a une mesure contre laquelle, liée à ça, je me suis opposé, c'est le 100% télétravail. Parce que si quelqu'un déménage et garde le poste, c'est une opportunité qui se libère pas. Donc on n'est pas rentré dans ce cadre-là parce qu'il faut quand même qu'on ait du turnover. Mais oui, clairement, on est en dessous on explose tous les ratios que tu as dans une boîte standard, surtout.
Bien sûr. Alors justement, le télétravail, qu'est-ce que vous faites, vous, puisqu'il n'y a plus que 4 jours dans la semaine? Est-ce que si tu rajoutes des jours de télétravail, tu les vois plus du tout? Vous avez décidé de faire quoi? Alors on est à 2 jours de télétravail autorisé maximum, à la liberté de. Alors pour les postes télétravaillables, bien sûr. Oui. Pas les boutiques. Voilà, pas les boutiques, pas la logistique. Mm. Mais pour tous ceux où c'est possible, il y a le droit à 2 jours de télétravail, à la liberté du salarié. S'il veut 0, 1 ou 2 jours, c'est lui qui choisit. D'accord. Et la différence entre la notion de télétravail et la notion du jour off, c'est que le jour off est fixe. Et le télétravail, ils peuvent s'organiser entre eux, de semaine en semaine, ils sont pas obligés de prendre les mêmes jours. D'accord. Donc ça, après, c'est la flexibilité. Et c'est ce qui fait que, comme je te disais, des moments, j'ai 50% des bureaux vides, parce qu'entre le télétravail et le jour off, oui, il y a des moments où il y a personne. Ben ouais, bien sûr. Alors, quand tu décrivais la semaine type, j'avais un peu l'impression de vivre ma semaine, où tu es en apnée du lundi au vendredi et t'as pas le temps de reprendre un peu d'air le dimanche et que tu repars le lundi. Et toi alors, tu te l'appliques cette semaine, ça marche comment pour toi? Alors, moi de base, je me l'applique, mais on va prendre le problème autrement en fait. Tous les gens ont consacré ce 4e jour à autre chose, association, un projet qu'ils veulent monter. Il y en a même qui travaillent ce jour-là, qui ont pris un autre job ailleurs. Il y a de tout. Il y en a qui passent du temps avec leurs enfants, etc. Il y a tous les sujets. Eh ben, si on considère que moi, ce jour-là, je le passe à parler de la semaine de 4 jours, c'est ça mon 4e jour. Voilà. Mais si tu prends, en fait, pour être plus sérieux sur la question, il y a une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est mais finalement, ce que tu as fait en passant 32 heures et autres, c'est que tu as repoussé le travail vers le haut, comme avait fait les 35 heures, et que tu as saturé tes cadres, tu leur as rajouté du travail. Non, pas du tout. Les cadres sont aussi heureux que les autres. Et c'est intéressant parce que quand on a mis la mesure en place, j'avais à peu près 10% des personnes qui étaient, on va dire, contre ou super sceptiques. Et en particulier toutes ces personnes qui se sont dit c'est super ce qu'il met en place, mais en fait ça va tout me remonter dessus, c'est moi qui vais prendre. Et pas du tout. Et aujourd'hui j'ai plus personne qui est contre, parce qu'ils sont rentrés dans ce mode et se sont rendus compte que c'était pas du tout ce qu'ils vivaient. T'as une vraie efficacité à la fin qui se retrouve même chez eux. Et ce que je dis, c'est que globalement la personne, parce que t'as toujours des gens dans toutes les boîtes qui sont à fond, qui bossent plus que les autres. C'est ceux que j'appelle qui roulent à 180 sur une autoroute à 130. Et ben aujourd'hui, ceux-là qui roulaient à 180 chez moi, ils roulent à 150 sur une autoroute à 110. C'est-à-dire que même eux, même s'ils sont toujours dans ce rythme de travail un peu supérieur à tous les autres, finalement, ils en ont profité, c'est-à-dire que la quantité de travail qu'ils ont a baissé. Et c'est exactement ce qui m'arrive, c'est-à-dire que ce jour que j'arrive à donner, et c'est même un peu plus d'un jour, en réalité c'est quasiment 2 jours par semaine que ça me prend, que j'arrive à donner tout en gérant la boîte à côté, parce qu'il faut que je continue à gérer la boîte, bien sûr, bah c'est parce qu'en fait, la pression de travail s'est amoindrie en réalité sur moi. Parce que entre télétravail, entre ces jours off, entre les gens qui sont moins présents, bah on s'organise mieux dans les réunions, on prend des temps plus courts, plus efficaces, et il y a toute une efficacité qui s'est créée autour de ça, de façon involontaire, mais qui est redoutable et qui crée aussi le résultat final. On parlait des effets, quand on dit oui, il y a de la rentabilité, etc. Il faut être conscient que dans notre secteur, nous sommes sans doute la boîte la plus rentable, avec des marges qui sont très basses au début et pourtant un résultat qui est largement, qui est un des plus corrects du secteur. Donc malgré tout ce qu'on a mis en place, les résultats économiques, parce que c'est ça ce qui stresse le plus quand on se dit je vais passer aux 4 jours, c'est oui, mais combien ça va me coûter, est-ce que ça va pas désorganiser la boîte, est-ce qu'économiquement c'est viable? Oui, c'est viable. Et je te dirais même que quand j'ai pensé à la mesure au tout début, forcément je me suis posé la question de dire mais si un jour tu as une crise, parce qu'il y en a eu dans l'histoire de LDLC, qu'est-ce que tu fais? Tu les repasses aux 5 jours? Et si tu dois les repasser aux 5 jours, comment ça se passe? Et je me suis dit, bon, vu ce que tu auras fait comme pas en avance, il y a un moment, tu dois les repasser aux 5 jours et que tu leur expliques que c'est pour 6 mois, pour un an, je pense que ça se passera très bien et que personne ne te dira non. La différence entre le moment où j'ai pensé ça et aujourd'hui, c'est que je sais aujourd'hui que ce serait une erreur de repasser à 5 jours. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'ils sont plus efficaces en 4. Et donc, il faudrait surtout pas en repasser aux 5 jours. Parce que je perdrais de l'efficacité derrière.
Parce qu'une journée, finalement, condensée en 4 jours est plus efficace aussi parce qu'il y a quoi? Il y a un peu moins de perte de temps, un peu de discussion interminable. Les gens eux-mêmes s'auto-disciplinent pour dépoter plus, quoi. Je pense que comme je t'ai enlevé, alors je pense par exemple comme je t'ai enlevé tous ces problèmes de vie, de travail et autres, déjà tu marines moins dans ta tête, donc t'es moins ailleurs, t'es moins à penser à autre chose, t'es plus concentré sur tes quelques heures de travail, donc l'efficacité vient de là. C'est pas enfin, il n'y a pas de stress dans le truc, il n'y a pas de volonté à aller plus vite ou autre. La preuve en est qu'ils ont tous le sourire à la fin de la semaine, donc et que finalement en 32 heures ils sont moins fatigués qu'en 35. C'est tout ce qui est totalement contre-intuitif et que je pouvais pas imaginer avant. En tout cas pas à ce point-là. Moi j'avais prévu de recruter, je m'étais dit de toute façon, et je l'avais dit au moment où j'ai mis la mesure en place, j'ai dit aux équipes, dès que vous sentez qu'il y a besoin de recrutement, vous me le dites et on recrutera. Le but n'est pas de vous forcer. Et en fait, on s'est rendu compte tout seul que c'était complètement pas nécessaire, et même que sur des secteurs où suite à la croissance, à des moments ça avait été un peu tendu, on avait tenu parce que c'était le Covid, mais il allait finalement falloir recruter, et ben non, on n'avait plus besoin de recruter. Et du coup, ça a été vraiment cette surprise de cette efficacité qui est arrivée derrière et au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. À savoir un dernier truc, on a racheté différentes sociétés qui travaillaient en 35. Alors nous, on était à 35 heures, on en a racheté qui étaient à 39. Oui. Quand on les a passés à 32 heures, alors eux, pour le coup, ils ont connu une petite baisse de salaire parce qu'on pouvait pas, par rapport à ceux qui étaient à 35, maintenir le truc qu'on avait compensé pour ceux qui voulaient de faire du 32 plus 2. Puisqu'à partir de la 32e heure, on est en heure sup chez nous. Et la majorité sont passés en 32 heures finalement. Et donc, ceux qui étaient en 39 heures, ils font en 32 heures le travail qu'ils faisaient en 39. Et ça marche aussi. C'est pour te dire que ceux qui sont en 35 et qui sont en 32, c'est presque facile pour eux. Parce qu'en fait, ce que tu découvres, c'est que l'efficacité marginale est donc dégressive et plus travailler plus pour gagner plus, mais plus tu bosses, plus t'es crevé, moins t'es efficace. C'est ça, c'est exactement ça. Donc je suis pas sûr que finalement ces heures en plus soient aussi productives qu'on le croit dans la réalité des faits. Ou en tout cas, en usant la machine, c'est-à-dire que oui, sur un temps donné, c'est-à-dire que tu fais un sprint pendant 4 semaines à 39-40 heures à fond, oui, ça va marcher, mais si tu le fais sur le temps, la productivité, elle tient pas. Ok. Bon, très intéressant. Et dernière question, pour bien comprendre, c'est quoi l'orga autour de toi? Ton middle. Alors, est-ce que c'est le cerveau et il y a rien de spécial et c'est non, t'as quand même une sorte de codir ou comment ça fonctionne? Alors, j'ai pas de codir parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas que j'ai pas de codir, j'ai des directeurs, j'ai des managers avec lesquels je vais discuter, mais il y a pas de codir où on se réunit régulièrement. Notre salle de réunion au codir, en tout cas quand on se retrouve à 3, 4, 5, c'est la machine à café. Et c'est là que vont se prendre les plus grosses décisions la plupart des temps de la société. Et pas du tout en mode assis autour d'une table avec un paperboard ou un tableau blanc ou un écran qui présente les derniers chiffres. Non, on va plus discuter au quotidien autour de la machine à café. La machine à café est d'ailleurs sans doute l'endroit où je dois passer 50% de mon temps parce que le plus convivial, l'endroit où je vais parler de tout avec tous les gens qui veulent me voir, sachant que mon bureau est ouvert et que tout le monde peut venir me voir. On a cette notion de pas d'hiérarchie, donc n'importe qui, s'il y a un sujet, peut venir me voir à tout moment pour me parler. Alors, t'as ceux qui osent et qui viendront non-stop, et puis t'as ceux qui osent pas, parce que parler au patron, ça reste toujours compliqué, mais ça n'empêche pas tous ceux qui osent de le faire, et d'autres parfois de venir parce qu'on leur dit, mais regarde, tu vois bien que les autres y vont, donc vas-y si t'as quelque chose à lui dire. Donc voilà comment ça fonctionne. Oui, j'ai des directeurs, il y a des endroits j'en ai, il y a des endroits j'en ai pas, parce que quand les directeurs sont partis, je les ai pas toujours remplacés. Par exemple, j'ai 40 commerciaux qui n'ont pas de directeur commercial, qui sont en équipe, et les équipes s'autogèrent. Elles sont toutes dépendantes de moi, et ça ne me prend pas de temps. Comme chez moi. Non, c'est très bien. On n'est pas 40, mais c'est pareil. Mais ça fonctionne très bien et ça me prend pas particulièrement de temps parce que justement, comme la confiance est là, ils ont juste besoin de me voir s'il y a un point, un détail, mais globalement, il n'y a pas besoin. J'ai pas de DRH, mais j'ai une responsable RH par site. J'ai pas de directeur, j'ai 2 sites logistiques, puis j'ai 2 responsables logistiques. J'ai pas de directeur logistique. Ça va plus être des postes en level intermédiaire, mais qui ont toutes les responsabilités, par contre, du site sur lequel ils sont. Donc voilà, on a une hiérarchie qui existe, mais qui a certainement 1, 2 ou 3 niveaux de moins suivant les endroits que certaines boîtes. J'ai aucun directeur généraux.
c'est très direct en dessous de moi pour beaucoup de sujets. Donc tu as beaucoup de monde en direct, plus de 5, 6, 7. J'ai énormément de monde en direct, mais en réalité ça me prend pas de temps parce que comme il y a une confiance totale, j'en parlais par exemple avec ma DSI qui me disait c'est très particulier de travailler avec toi parce qu'en fait tu me laisses tout faire sans rien contrôler. Et des fois, j'aurais besoin que t'en saches. Enfin, j'ai l'impression que c'est parce que tu t'y intéresses pas. Et en fait, d'un autre côté, c'est génial la liberté que tu me laisses, parce que finalement, tu viens pas toutes les 3 minutes vérifier que tout ce que j'ai fait. Alors ça veut pas dire qu'on se parle jamais, c'est pas vrai, mais c'est que comparé à d'autres, effectivement, on n'a pas une réunion tous les lundis, on n'a pas une réunion par mois qui est calée. S'il y a un truc à se dire, s'il y a un sujet, elle va arriver dans mon bureau et elle va dire tiens Laurent, il faudrait qu'on voit ça, et ça va être réglé en un quart d'heure. Et s'il y a rien à se dire, on peut ne pas se voir pendant 1 mois et demi parce qu'il y a rien à se dire. Avec des objectifs annuels ou même pas Non, alors ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Mes commerciaux n'ont pas de prime. Ouais. Et d'ailleurs, quand on a supprimé les primes il y a 4 ans au niveau commercial, la première question qu'on m'avait posée, c'est quels sont les objectifs s'il y a plus de primes. J'ai dit mais il n'y a pas d'objectif s'il y a pas de primes. Soyons logiques. Et donc bon, ça paraît pas du tout logique ça aussi. Mais en fait, ce que je leur ai dit, on est tous dans le même bateau pour la même chose. On veut que la boîte grandisse, on veut qu'elle avance. Donc l'objectif, c'est de progresser. Et après, on va pas se mettre un chiffre, on va pas se dire c'est ça qu'il faut atteindre. Si on peut s'en fixer un dans notre tête d'objectif, c'est de faire mieux que le marché. Mais c'est la seule chose qu'on doit faire. Et comme on sait pas au jour le jour ce que fait le marché, on fait ce qu'on peut pour avancer le plus loin possible. Et ça, c'est quel que soit le service, quelle que soit la personne, on est tous dans cette vision de se dire on est là pour donner le meilleur pour que la boîte avance le mieux possible. Après, dire concrètement c'est ça, non. Je note que tu n'as pas parlé de décroissance. Pour toi, tout ça, moins d'heures, c'est toujours pour avancer, grandir. C'est pas faire du surplace. C'est quand même ça. C'est aussi ça ta vision d'entreprise. Et donc la société. Quelque part, on pourrait, à travers tout ce que je dis, on pourrait dire, ok, c'est un gars hyper social, il veut juste une boîte qui tourne et il a son écosystème qui fonctionne. Non, on est quand même une boîte qui a envie d'être la première, d'être le leader demain, voilà. De progresser tous les jours, et on se bat pour ça. Et c'est ce qui est génial, c'est que ça fonctionne encore mieux comme ça pour y arriver, et c'est ce qui nous permet d'avancer encore plus vite et encore plus efficacement que les autres. Et bravo. Hein. Mais ce qui me frappe aussi, c'est l'alignement total entre ce que tu es toi. Et finalement l'identité aussi de ton organisation. C'est souvent le cas, mais là t'es allé loin, quoi. Alors, c'est ce que je me rends compte aujourd'hui, parce que franchement, quand je suis passé à la semaine de 4 jours et que j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis dit c'est une vision d'entrepreneur, ils sont tous comme moi, ils vont tous le faire. Ah non. Ouais. C'est pas si simple. Donc je me dis qu'effectivement il y a un côté où j'ai un côté peut-être un petit peu plus fou. Je sais pas, à prendre le risque et à mettre. Pour moi, je m'étais pas mis en difficulté, mais à me dire, ça coûte de l'argent, mais c'est pas grave. J'aurai un peu moins de bénéfices, mais c'est pas grave. Du moment que tout va mieux, et où j'ai ce côté, voilà, où je saute un peu plus vite que les autres dans la piscine et j'apprendrai à nager un petit peu plus. Mais au-delà de ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à 2 doigts d'être au même cap que moi. Je suis pas différent en réalité. Il y a juste peut-être que j'ai sauté un petit peu plus vite que d'autres. On n'a pas parlé, mais ton actionnariat, c'est quoi ? Alors, on est en bourse. D'ailleurs, quand on a annoncé la mesure des 4 jours, ça n'avait pas été bien vu. Eh oui. On pourrait se dire c'est un délire de patron de PME qui détient 100% de son capital. Mais en fait, non, toi, t'es en bourse. Pas du tout. Moi, j'ai que 20% de mon capital. On a 40% dans la famille. Donc, on a 50% des droits de vote. Mais non, on n'est pas propriétaire. On est visible à l'extérieur. On est une boîte qui est cotée. Donc, la valeur de l'entreprise dépend aussi de tout ça. Et je savais nécessairement qu'en annonçant ça, c'est pas quelque chose qui serait vu positivement. Alors, je me disais, ce sera pas vu positivement instantanément, mais progressivement, je pense que ça va changer, parce qu'on est dans une société où le marché observe de plus en plus la qualité de vie au travail, tout ce qui est RSE, etc. Ouais. Donc, je pense que même si ça n'est pas aujourd'hui valorisé dans la valeur de l'entreprise, ça le deviendra au fur et à mesure que le marché comprendra
pourquoi Bien ça sûr. marche. Bien sûr. Donc même dans ce sens-là, même si c'est un projet à, on va dire, à quelques années encore avant que le retour soit là, je suis sûr que même de ce côté-là, on aura un retour à terme quand le marché aura compris qu'en fait c'est une vraie bonne mesure, que ça change la qualité de vie et qu'il faut aller dans ce sens-là et investir sur des boîtes qui sont dans cette qualité de vie qu'ils apportent aux équipes. Parfait. Bon. Et dernière, alors pour finir, parce qu'on le fait souvent sur Extramuros, quelques questions sur toi, puisqu'on a parlé des 4 jours plus 1 et les 2 autres restants, tu fais quoi pour garder et avoir encore plus garder cette forme et avoir encore plus de patates quand tu arrives le lundi? Alors temps passé en famille, bien sûr, parce que c'est le moment dont on peut profiter. En plus, je profite des enfants, alors sachant que mes enfants font l'école à la maison, dans les trucs atypiques, mais ça permet de passer un vrai moment avec eux. Et ce que j'adore moi à côté, ça va être la cuisine, les voyages. Donc dès que je peux voyager, dès que je peux. Alors, j'étais un peu frustré là les 2 années qui viennent de passer sur ça. Dès que je peux cuisiner, je suis à fond là-dedans. Mais en plus, alors un truc aussi, c'est que sur 26 ans de boîte, j'ai pris globalement une semaine par an de vacances sur 25 ans. Et cette année, je vais en prendre quasiment entre 7 et 8. C'est dire à quel point, une fois que tout ça est mis en place et que tout tourne et que toute cette confiance est installée, il y a une pression qui s'enlève complètement parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis quelque part, je regarde l'entreprise en disant « Waouh, c'est beau, ils sont heureux et en plus, ça marche presque sans moi. » Et j'ai toujours ce côté un peu visionnaire ou autre qui va faire bouger les lignes, mais finalement, j'ai plus qu'à tracer les contours de la route et après les chevaux courent dessus et je les laisse courir et foncer comme ils veulent. Bon, je vais aller acheter tes livres. Je sais pas encore pour répondre vite en tout cas ceux que tu as cités, pour aller vite répondre aux questions. Le jour où l'épisode va sortir, mon bureau est aussi très ouvert, donc il va falloir discuter. Ça va venir. On va te poser plein de questions. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça sera bon signe. Merci beaucoup, Laurent. Et merci, Guillaume. Bravo. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Merci. Merci à toi.